introduce you to Barbara Emile, who's a British producer and who will share her vision of courage with you. Thank you, Barbara. Thank you. Well, I hope you won't be disappointed. Okay, really lovely to meet everybody here. And first of all, I'd like to say thank you so much to the organisers of the festival for inviting me to speak. It's the first time I've been. It's an amazing, amazing event. So I am honoured to be asked. I also promised my co-executive that I would apologise for his absence. Originally, it was myself and Sir Lenny Henry, who's the other part of Douglas Road. He would love to have been here and spoken, but unfortunately, due to his acting commitments and commitments to comic relief, he can't be here. And I said to him, well, I think comic relief has to come first. So you're stuck with me. So the second thing I have to do, apart from reading, and can you see how big I've made the writing, so in case I forget, is to apologise in advance if I bore you. But like everybody, I make programs. I'm not an actor, and so therefore I don't normally publicly speak. So apologise in advance if you get bored and start to fall asleep. Okay, so one of the first things I wanted to say, and I really kind of thought about this and the subject matter for these talks, and I think as an independent producer, I'd like to acknowledge that everybody here at the festival is courageous. Everybody, writers, directors, producers, people who generate ideas and programs, we're all doing exactly the same thing, fighting the same battles, and actually to set out to tell a story that has not been told, to break new ground, or just simply to get on-screen talent, writers, or subject matter that hasn't been seen before on screen is a courageous act, because we all know that you will spend months, if not weeks, if not days, developing projects, often without the financial support or the resources. That takes courage and commitment. So I'm not in any shape or form different. I haven't achieved anything that anybody else in the room hasn't achieved. It is an extraordinary thing. And when I think about us as program makers, I still think, why do we do this? And we do this because we have a passion, because we absolutely believe that there are stories that should be told, that we want to tell, and we believe that there is an audience who absolutely want these stories. You know, I make no comment about the broadcasters at the moment. I'm just talking about the independent producers, directors, and writers, especially writers. It takes absolute commitment and courage and belief to keep going, and sometimes I kind of wonder how anybody does, but we do, and we get there eventually, and when we do, it's brilliant. So the journey is worth it, I have to say, so I don't want to be depressing when I go on, but the journey is worth it. But we shouldn't underestimate the actual commitment it takes from all of us. We're all on the same journey. So that's what I wanted to say. Okay, I should turn around and take it. Okay, so I think that from my personal opinion, the industry globally, I'm not talking about just Britain, at the moment is highly competitive. It's driven by ratings. I'm not saying that's wrong, and a financial imperative. And because of those three things, great when you have the success, but when you're on the journey to try and have that success, it can be really difficult to take risks and be courageous. Because my personal experience and that of a lot of people that I speak to in the industry, the broadcasters and the networks, what they want is, well, they want exactly what I've said, something that brings in the ratings, that makes them money, and the exposure. And with that, I think there is a growing Il y a de plus en plus un sentiment de la part des diffuseurs qui est « je veux éviter le risque ». Bon, nous avons tous eu cette expérience et je pense qu'on a tous l'impression que notre histoire est bien. C'est quelque chose qui vient peut-être d'un livre, c'est quelque chose qui s'est produit, ou en tout cas, vous avez une base, ça peut être une œuvre d'imagination. Et très souvent, le diffuseur dit
c'est très bien, mais est-ce que vous n'avez pas quelque chose de juridique? Est-ce que vous avez quelque chose de policier? Parce que ça marche. C'est pas forcément respectable, mais c'est là qu'on prend le moins de risques. Peut-être à Londres maintenant qu'on a 10 scénaristes qui sont sur la liste A. Si vous avez un de ces scénaristes, vous savez que vous avez de l'argent. Pas de problème. Je ne devrais pas le dire, mais je peux dire... je suis sûr que si je prenais quelqu'un qui n'est pas dans ces 10, je n'aurais pas les bailleurs de fonds. Et ça, vous pouvez avoir des diffuseurs qui trouvent des choses extraordinaires qui valent rien, simplement parce qu'il y a les bons scénaristes. Donc, je suis très honnête et je vous dis les choses comme elles sont. Il faut attention avant tout à ce que veut le public. Donc, je suis désolée si je vous offense, mais c'est comme ça. Donc, je pense que dans ce monde de risque, il est encore très important pour ceux qui racontent des histoires de reconnaître qu'il y a un risque à trouver autre chose comme histoire. Même ceux qui veulent trouver autre chose, que ce soit les écrivains ou les metteurs en scène, ils veulent trouver une nouvelle manière de présenter les choses, même si c'est une fiction qui se passe à la cour d'Angleterre. Donc, ils continuent à faire ça parce que j'ai eu des conversations avec les diffuseurs et ma question est toujours... tant que vous n'aurez pas reconnu la diversité de vos spectateurs, comment est-ce que la télévision ne pourra rester contemporaine et au goût du jour? Pour les spectateurs d'un certain âge, ils veulent avoir des histoires, ils veulent avoir des journaux, mais ils ont des trucs immédiats, rapides, et ça rapporte de l'argent. Et nous, en tant qu'entreprise, nous avons une société qui s'appelle Douglas Road. Récemment, nous avons poursuivi 3 générateurs de contenu très doués et la conversation était la même. Ils ressemblaient à mes enfants. Ils sont extraordinaires. Ils parlent la même langue. Ils sont très patients. Ils sont très polis. Et à la fin de la conversation, c'est toujours la même chose. Ah oui, j'aime bien ce que vous faites. Je voudrais faire quelque chose, mais vous savez, Nike demande du contenu, PepsiCo aussi, et je voudrais bien rejoindre vos rangs, mais ça fait pas d'argent. Et chaque fois, je me dis, zut, c'est la réalité. Le contraire de cela, c'est que lorsque vous avez cette conversation avec des gens qui produisent des émissions à contenu, ils veulent avoir autre chose et ils voudraient changer le langage des diffuseurs, mais ils n'ont pas le même langage et les histoires sont différentes. Et très souvent, ils disent « mon talent sur l'écran ». Jay-Z, par exemple, ne veut pas investir là-dedans. Rihanna ne va pas faire un film historique sur la reine Victoria. Donc voilà. C'est seulement par des générateurs de contenu qu'on pourra faire quelque chose. Ce n'est qu'en étant courageux et en repoussant les limites que la télévision pourra rester contemporaine. Et sinon, franchement, je ne veux pas être prophète du Père, mais vous savez que Snapchat investit beaucoup d'argent dans des fictions. Et je ne sais pas si ça sera pour un bien ou pour un mal, mais il y aura encore plus de compétition. Et je pense qu'en tant que secteur, c'est ce qu'on a déjà entendu très souvent de gens qui sont en marge
chômage et qui n'arrivent pas à avoir la possibilité de travailler. Et lorsqu'ils arrivent à travailler, ils changent le paysage. Et c'est ça qui est extraordinaire. Pour nous, Douglas Road, moi-même, et nous sommes très, très engagés. Nous voulons encourager le secteur à employer davantage de diversité. Ça change, les choses sont en mutation, mais pas suffisamment vite. Et lorsque ce n'est pas une question de course, ce n'est pas une question... Non, pardon, ce n'est pas une question de race, ce n'est pas une question de sexe, c'est économique, ce n'est pas une question de classe non plus. Si vous venez d'un milieu où vous n'avez pas pu aller dans une école de cinéma, eh bien, ça ne vous amènera pas au langage de la télévision qui, en Angleterre, je suis désolée pour mes collègues, peut être très élitiste, mais très souvent, ce sont ces voix-là qui viennent avec des idées les plus authentiques, les plus belles, celles que nous n'avons pas encore entendues, des choses qu'on n'a pas encore explorées. Et ces gens-là ont beaucoup plus à dire. Et je pense que si ces voix ne peuvent pas être entendues, si les gens ne sont pas représentés, dans le processus d'écriture, de mise en scène, de production, nous resterons dans un cycle qui consiste à raconter toujours les mêmes histoires, avec la reine Victoria, certes, mais même avec ce que nous avons, on se dit parfois, mais est-ce qu'on ne devrait pas avoir un roi français ou est-ce qu'on ne devrait pas avoir quelque chose, par exemple en Allemagne, qui nous amènerait à autre chose? Mais je pense qu'en général, je veux croire, peut-être que j'ai tort, que c'est maintenant, on est dans un monde global, avec des distributeurs qui ne parlent pas les mêmes langues, qui ne sont pas intéressés par autre chose que les audiences. Si vous pouvez atteindre une audience indienne, c'est pas intéressant. Vous vous rendez compte combien de millions de personnes? La Chine, combien de millions? L'Afrique, combien de millions de personnes? En Europe, il y a une diaspora d'Européens dans le monde entier qui ne veulent pas voir leurs histoires à la télévision. Donc, c'est vrai que cette mondialité est extraordinaire. Et pour les coproductions, essentiellement, c'est un exercice intéressant. Je ne sais pas si vous avez déjà été sur ce chemin-là. Ça ne marche pas tellement bien. Et ce qui est très intéressant, c'est j'ai travaillé avec des producteurs canadiens et l'un des producteurs qui est français, ou plutôt canadien-français, un autre est à moitié nigérien et à moitié allemand. Ils sont coproducteurs avec un Indien et ils vont tourner un film en Afrique du Sud. Moi, j'étais là et je me suis dit, waouh! Bon, je ne parle une autre langage, je suis comme une idiote. Et en fait, je me suis demandé ce que je pouvais apporter. Extraordinaire. Et c'est juste une question pratique. Bon, c'était une expérience simplement d'un point de vue canadien-français. Il y avait déjà 1 million de livres qu'ils avaient déjà, alors qu'on n'avait même pas encore commencé le tournage. Si j'avais fait... Bon, j'étais venue, moi, à la table en ignorance totale. J'aurais pu avoir une coproduction extraordinaire et je ne l'ai pas fait. Mais je ne suis pas amère parce que j'ai bien appris. J'ai appris
Et je pense que c'est un fait. Maintenant, quand on fait un spectacle, on doit savoir où trouver l'argent et on parle d'un niveau mondial. Et c'est fantastique parce que plus on fait de choses internationales, c'est la seule manière de pouvoir faire quelque chose pour faire entendre les voix de la diversité. Sinon, c'est une bulle qui va être de plus en plus limitée, socialement décevant, mais en termes d'impératifs financier, c'est tout à fait naïf. Voilà, en tout cas, c'est ce à quoi je crois. Je veux penser que repousser les limites, c'est très important. Trouver les talents, soutenir les talents, où que se trouvent ces talents, dans n'importe quel pays, à condition qu'ils puissent nous raconter des histoires et qu'ils ont du talent. Pourquoi pas? Ça donnerait du travail à tout le monde, ça donnerait des rôles à des personnes qui ont des talents non exploités, et cela dans certains domaines différents, d'autres ethnies, tellement d'ethnies et de personnes sont impliquées. Vous savez que pour une femme, c'est difficile aussi. Ça demande un certain courage pour un scénariste d'inclure les femmes, même si les femmes tuent, si les femmes entraînent une certaine violence. Pour la télévision britannique, ça a changé les choses, alors que quand on a commencé, ça a complètement changé. Donc j'espère qu'on va encore pousser les limites. Donc, il faut mettre dans le contexte mon propre parcours. En tout cas, je peux vous dire d'où je viens. Donc, en termes de repousser les limites et être courageuse, je ne dis pas que j'ai fait tout ça, mais en tout cas, mon parcours et mon expérience en tant que scénariste naïve, je ne savais pas exactement dans quoi je me lançais. Donc, ma première entrevue à la BBC a mené à une question. Je n'aimais pas trop les émissions à la BBC. Les gens m'ont dit, mais dans quoi est-ce que tu veux commencer? Et j'ai dit EastEnders. Oui, j'aime bien EastEnders. Et ils ont dit, c'est là que tu dois aller. J'étais à une interview qui était sur le plateau, parce qu'ils étaient en train de préparer les programmes d'après. J'ai travaillé avec 2 personnes de la sécurité et l'un des 2 est venu et il m'a dit, bon, maintenant, ce que tu dois faire, c'est prendre le courrier ou les lettres ou tous les documents et tu dois aller dans notre bus privé et tu vas de Elstree à White City. Et là, tu vas... Bon, là, il m'a tout expliqué. Je continue à hocher la tête et je dis, bon, d'accord, qu'est-ce que je fais? Et puis, j'ai dit, franchement, je suis pas un facteur. Et il m'a dit, et je m'en souviens bien, il m'a dit, sois pas paresseuse, fais ce qu'on t'a dit. Les gens de ton âge sont trop paresseux. Donc, j'ai pris le courrier et j'ai été l'emporter à domicile. Et puis, quelqu'un est venu, un assistant, et elle a dit, Barbara, Émile, et j'ai dit, c'est moi. Et elle a dit, mais qu'est-ce que tu fais avec le courrier? Et je dis, parce qu'on m'a donné le courrier. Elle a été furieuse. Et j'ai dit, ne soyez pas furieux, c'est simplement que quelqu'un comme moi n'avait jamais été vu pour un boulot comme celui-là. Donc, bon, c'est pas très agréable, mais si j'avais pas eu le boulot, j'aurais été livré le courrier. Bon, finalement, j'ai eu une conversation qui était très amicale, mais je n'ai pas compris la moitié de ce qu'elle m'a dit. 3 personnes m'interviewaient. Ils venaient tous d'Oxford ou de Cambridge. Ils parlaient comme s'ils étaient au théâtre. Et je me suis dit, mais zut, j'ai besoin de ce boulot, mais je ne sais pas de quoi ils parlent. Et la seule chose dont je pouvais parler, c'était le marché, parce que l'un de mes nombreux boulots avant d'entrer dans la télévision, c'était vendre mes
mes vêtements vintage sur le marché. Donc, j'ai parlé des personnages du marché, etc. Et ils ont dit, tu devrais raconter quelque chose d'autre. Et j'ai dit, oui, mon frère vient de sortir de prison. Ma mère m'a jamais pardonné d'ailleurs d'avoir dit ça. Ils ont dit, voilà, on a besoin de ça. Et c'est ça qui a été extraordinaire. La personne qui a dit ça est devenue une des grandes scénaristes de la série. Et en fait, c'était un commercial au départ. Et donc, ça a été une découverte. J'ai travaillé sur EastEnders, j'ai appris. Mais ça m'est resté, cette expérience. Quand j'étais à une réunion, je savais que je ne faisais pas partie du même monde. Je ne comprenais pas toujours tout, mais j'ai pris beaucoup de notes. Et avant que tout le monde entre, j'apprenais. Mais j'ai pris l'engagement que si un jour j'arrivais à engager quelqu'un, j'essaierais de changer cela. Donc, je suis devenu finalement un cadre assez rapidement, en un an, et je me suis rendu compte que comme on était un secteur et que la BBC était ailleurs, on pouvait utiliser l'argent du budget pour le développement et sans qu'on sache exactement ce que l'on faisait. Je ne prenais pas l'argent, je l'utilisais. Donc, je voulais... Mais je savais que le problème, c'était les scénaristes, certainement les metteurs en scène. Et pourquoi il n'y avait pas assez de femmes metteurs en scène? Où est-ce qu'elles étaient? Et on m'a dit que c'était multicaméra, que c'était très difficile, qu'on ne pouvait pas prendre de risques avec les femmes. Et c'est comme ça, le risque avec les femmes. Et donc j'ai dit, si elles ne peuvent pas être metteurs en scène, au moins qu'elles introduisent les gens dans le système. Les acteurs veulent être mis en scène, ils ne veulent pas une longue conversation à propos des programmes multiples ou dans la diversité. Donc, nous avons des projets qui mènent toujours quelque part. Il y en a qui sont décourageants, mais ils mèneront un jour à quelque chose. Donc, ce qu'on a dit, c'est payer les scénaristes et les metteurs en scène pour qu'ils changent un peu. Et également, les gens qui faisaient la décoration pour éduquer les gens. Lorsque je suis partie, 50% des scénaristes et des metteurs en scène étaient des femmes et les producteurs venaient de minorités ethniques. Donc, je continue à essayer. C'est une lutte. Ils m'ont dit que je devais terminer, mais je voudrais juste vous donner un exemple où, de temps en temps, vous devez prendre un risque. Et on m'a dit que on manquait parfois de certaines fictions avec des procédures, des crimes. Donc là, on avait vraiment le feu vert. Donc très brièvement, une fiction policière en 1837 dans le nord de l'Angleterre. Il y a une enquête. Le rôle principal est un héros qui a beaucoup d'intelligence et beaucoup d'esprit. On me dit, traitez-le comme vous voudriez le traiter, avec respect. Si il ne vous rend pas ce respect, vous lui cassez la figure. Alors, il est sur une belle route, il ne peut pas être sous-estimé, il faut un certain nombre de critères et tous ces critères, j'ai respecté ces critères. Mais ce qu'on a dit aux diffuseurs quand ils m'ont parlé de tout ça, c'est que le héros est le fils d'un ancien esclave noir et d'un professeur anglais. Le personnage principal est John Kent, qui a vécu
en 1881. Et puis, donc, c'est le policier comme cela qu'on a voulu placer dans ce décor, je dirais. Bien, je pense que... bon, on m'a dit de terminer, donc j'ai dû terminer rapidement.